pourquoi parler ce soir de la société traditionnelle? Ici en Nouvelle-Calédonie, personne ne s'en étonnera. Mais qu'est-ce que c'est qu'une société traditionnelle? La société mélanésienne, ou plutôt les sociétés mélanésiennes, sont-elles des sociétés traditionnelles? Le sont-elles encore aujourd'hui? Et en quoi le sont-elles? Quels sont les aspects de ces sociétés qui s'enracinent toujours dans les us et coutumes du passé? Et quels en sont les aspects qui sont marqués par des processus de modernité? L'utilisation du syntagme « société traditionnelle » doit s'accorder aux exigences de sa conceptualisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en utilisant le terme « société traditionnelle », le chercheur, quel que soit son domaine d'étude, sociologie, anthropologie, psychanalyse, doit se référer à une réalité théorique. En effet, parler de société traditionnelle renvoie à un ensemble de réalités, ici sociétales, qui répondent à une définition exacte, ainsi qu'à des liens conceptuels définis. À travers de la méthode théorique inventée par Max Weber pour traiter du capitalisme et réutilisée par Erving Goffman pour traiter des institutions totalitaires, nous avons, tout au long de nombreuses études préalables, pu élaborer un modèle idéal typique permettant de définir l'objet abordé, c'est-à-dire la société traditionnelle. Donc, cette méthode, la méthode idéal typique, basée sur l'observation, dresse un modèle qui constitue un listing de caractéristiques de l'objet étudié et qui permet d'en aborder les uns après les autres tous les critères. Ainsi définie, la société traditionnelle typique peut servir de modèle théorique comparatif à tout ce que le chercheur peut observer in situ. Celui-ci pourra ensuite conclure si telle ou telle société qu'il observe est traditionnelle ou pas et selon quels critères. Bien sûr, nous verrons qu'aucune société n'est traditionnelle à 100%. Aucune société observable aujourd'hui, ni même hier, ne correspond à 100% au modèle théorique que nous allons définir. Mais le modèle idéal typique est un modèle de référence et c'est grâce à lui que le chercheur peut comparer ce qu'il observe à la théorie et ainsi dire si oui ou non telle société est traditionnelle ou pas. Par ailleurs, le modèle idéal typique a aussi une valeur prédictive, c'est-à-dire que le chercheur peut, par anticipation, faire l'hypothèse de la structure et donc de la globalité des fonctions de la société qu'il étudie, même s'il n'en a qu'un aperçu partiel. Par exemple, si un chercheur observe que les rapports hommes-femmes sont caractérisés dans une société étudiée par un système traditionnel et qu'un autre chercheur travaillant sur la même société constate que les liens à l'espace topologique suivent également le modèle traditionnel, un troisième chercheur pourra facilement synthétiser ces deux premières découvertes et utiliser la référence au modèle idéal typique pour généraliser ses observations à tout le domaine de la société observée et en conclure que effectivement cette société est une société traditionnelle. Voyons dès à présent les critères caractéristiques de la société traditionnelle typique. Pour une meilleure lisibilité de notre exposé, nous avons découpé l'ensemble de ces critères en trois grandes catégories. Premièrement, le champ sociopolitique que nous allons explorer en première partie. Deuxièmement, nous allons voir le champ du savoir. Et enfin, le champ identitaire. Donc le champ sociopolitique. Au sein de ce champ, nous retrouverons déjà 11 critères qui appartiennent soit à des études sociologiques, soit à des études anthropologiques ou historiques, soit à des études psychanalytiques. C'est d'ailleurs par une première constatation psychanalytique que nous allons commencer. Le premier critère est celui des discours. Le terme de discours est un concept lacanien. Un discours est ce qui organise une société. Du point de vue de la psychanalyse, le discours du maître et le discours de l'hystérique sont les deux seuls pôles avec lesquels s'organise et se structure le lien social d'une société traditionnelle. Le discours du maître impose au sujet un rapport de vérité à travers un savoir en positionnant le maître du côté de l'agent. À ce discours répond le discours de l'hystérique qui remet en question en permanence, interrogeant le maître sur sa légitimité à être le maître. Ce lien conflictuel qui ne finit jamais d'agiter les uns et les autres est un lien. C'est ce lien dans la société traditionnelle qu'on repère quand on parle de lien social. Ce conflit permanent entre discours du maître d'un côté et discours de l'hystérique
n'en reste pas moins le moteur fondamental du lien social traditionnel. Alors je ne peux rentrer ici plus en avant dans la définition de ces termes. Je vous renvoie à la littérature psychanalytique, y compris mon DEA, qui traite de ce sujet. Mais retenez tout de même que ce qui différencie la société traditionnelle d'avec la société moderne, c'est l'absence ou le silence caractéristique de deux autres discours qui sont appelés discours modernes, que l'on appelle discours universitaire et discours psychanalytique. Pour clarifier ce premier point, je vais reprendre l'histoire récente du pays par rapport au conflit des rouleurs, qui peut être finalement facilement analysé en termes de discours. Donc nous avons d'un côté le pouvoir en place au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le discours est celui du maître. On voit que ça ne pose aucun problème à chacun d'entre nous, même le néophyte, de comprendre qu'on est du côté du discours du maître quand on est du côté du discours du gouvernement. Et de l'autre, on a une contestation dont les formes et les paroles entrent parfaitement dans le schéma du discours hystérique. Il en ressort certes un dialogue de sourds, mais un dialogue tout de même, mais nous devons le remarquer, toute cette agitation, tout ce conflit, pousse les uns à entrer en contact avec les autres, selon des modalités, certes conflictuelles, mais des modalités réelles. Et c'est cela que nous appelons lien social. Or, aux dernières nouvelles, les deux parties semblent vouloir se soumettre à un troisième discours, ce que Jacques Lacan a noté le discours universitaire ou discours scientifique, ici personnalisé par un expert indépendant. Deuxième point, le lien social. Alors, qu'est-ce que c'est que le lien social ? Le lien social, c'est l'ensemble des interactions que les sujets d'une société ont entre eux. Dans la société traditionnelle, les liens intersubjectifs sont très forts, très nombreux et très actifs. Un sujet n'est jamais seul. Tous les membres du groupe restent en contact constant les uns avec les autres. Les absences et les comportements déviants sont ainsi très vite remarqués. Les particularismes individuels n'ont pas ou peu de place dans la société traditionnelle. Par ailleurs, la société traditionnelle ne fait aucune différence entre le champ du public et le champ du privé. Cette dichotomie public-privé, qui est très moderne, n'existe pas dans la société traditionnelle. Tout acte est un acte public, observable et observé par les membres du groupe. Cela est d'autant plus vrai que la personne a une charge ou un rôle de meneur, comme le roi, le prêtre, le chef de clan, etc. Le lien social traditionnel se caractérise donc par une co-responsabilité qui prédomine toutes les responsabilités individuelles. Ce que fait ou dit un sujet implique forcément tous les autres sujets, et chacun se sent responsable de tous. Le lien social traditionnel est ainsi très coercitif. Troisième point, les rituels sociaux. Dans une société traditionnelle, tous les actes sociaux sont ritualisés. Rien n'échappe au rituel. Aucune place n'est laissée à l'improvisation, ni à l'innovation ou à la créativité. Depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par le mariage, le sujet traditionnel passe sa vie de rituel en rituel. Si par un quelconque acte manqué, un nouvel élément venait à être introduit dans une ritualisation, il y a fort à parier qu'il sera réintroduit pour faire partie intégrante du rituel suivant. C'est comme ça que la coutume se crée. Il y a un événement inattendu qui survient, et cet événement inattendu va être réutilisé les fois suivantes, jusqu'à ce qu'on oublie que c'est un élément inattendu qui est venu à un moment ou à un autre. Donc je vous ai dit, société extrêmement ritualisée. L'usage des produits psychotropes. On avait fait une conférence avec le docteur, chef, à l'époque était chef du centre d'addictologie, docteur Michel, au centre Tubaou, sur l'usage des produits psychotropes, il y a quelques années de ça. Et j'avais déjà un peu parlé de cet usage des produits psychotropes dans la société traditionnelle. Donc, cet usage de produits psychotropes dans la société traditionnelle n'entraîne ni dépendance, ni accoutumance, ni délinquance associée.
Alors c'est l'apanage, me direz-vous. Cet usage étant effectivement très largement ritualisé et extrêmement encadré, aucune déviance de sa consommation n'est possible. Les consommateurs, les consommations, n'obéissent jamais au désir du consommateur. Elles se font dans des lieux, à des moments particuliers, avec des acteurs sociaux dont le rapport à ces produits est statutaire. Ce n'est pas n'importe qui consomme n'importe quoi, n'importe quand. Passons au 4e point, le travail. Dans la société traditionnelle, le travail est un acte social ayant comme utilité première de lier les sujets entre eux à travers une activité commune. Il n'est pas perçu, le travail, comme une source de revenus ou comme une rentabilité économique quelconque. Mais si le travail peut être compris comme une nécessité, celui-ci ne vise aucune plus-value et ne répond pas aux logiques capitalistes. Un des meilleurs exemples qu'on a en Nouvelle-Calédonie par rapport au travail, c'est la construction d'une grande case. On voit bien que tout le monde participe à la construction d'une grande case selon son statut, selon son rang, selon son âge. Et il n'y a pas la construction de la grande case n'est pas perçue comme faisant fondamentalement référence à un travail. C'est une activité groupale et elle est aussi, comme je disais, très ritualisée. 5e point, production et consommation. Donc tout comme le travail dans la société traditionnelle, qui ne répond pas aux impératifs de production capitaliste, les logiques de production et de consommation n'y répondent pas non plus. Bien au contraire, la société traditionnelle est basée sur une économie dite de subsistance. L'objectif de l'effort productif est de répondre à la consommation réelle. En effet, c'est la demande qui conditionne la production. Plus une famille est grande, plus grand est son champ. Le sujet traditionnel ne trouve aucun intérêt à produire plus qu'il ne consomme. L'inversion des rapports production-consommation et l'introduction de la plus-value. La plus-value, c'est ce qui permet d'avoir un peu plus d'argent en vendant plus que ce qu'on va consommer. Vous produisez plus et ce que vous n'allez pas consommer, vous allez le vendre et c'est ça qu'on appelle la plus-value. C'est des données économiques que j'explique rapidement comme ça. Donc l'inversion de ces rapports de production et de consommation et donc l'introduction de la plus-value distingue radicalement une société traditionnelle d'une société moderne. Pas de plus-value dans les sociétés traditionnelles. L'objectif étant de répondre par la production à la consommation. Alors que dans les sociétés modernes, on voit bien que c'est tout à fait l'inverse. On cherche à faire consommer les gens parce qu'on surproduit de façon à écouler les stocks. Et du coup, on a plus de plus-value. Le fonctionnement du capitalisme est basé là-dessus. Je rajoute une petite parenthèse par rapport à cette inversion des systèmes de production et de consommation. C'est évidemment aussi parce qu'il n'y a pas ce schéma-là qu'il n'y a pas de publicité dans les sociétés traditionnelles. La publicité répond à l'impératif d'inversion des rapports de production et de consommation. 6e point, prêt, usure et don. Donc, de même, l'usure, c'est-à-dire le fait de prêter de l'argent en échange d'intérêts, est impensable dans le fonctionnement traditionnel. Le prêt d'argent, lorsqu'il est effectif, est octroyé pour des réalisations politiques, morales ou religieuses et est remboursé à taux nul. Mais la plupart du temps, le prêt est lui-même inexistant dans les sociétés traditionnelles. Le sujet qui a un bien s'en dessaisit plutôt par le don que par le prêt. Ce don qu'il fait publiquement est en réalité un échange. C'est un échange entre un bien matériel ou un service rendu et une augmentation de son propre prestige. Ainsi, le financement dans l'Antiquité romaine des aqueducs, des amphithéâtres, etc., par les empereurs répondent à cette logique. L'empereur finance l'aqueduc et augmente ainsi son prestige auprès du peuple. 7e point, prestige et morale. Dans la société traditionnelle, la morale est fondamentale. Elle constitue
un ordre dont les instances de régulation tiennent une place cruciale. En même temps, elles hiérarchisent toute la société. Toute déviance est sérieusement réprimée par une répression qui est avant tout sociale, c'est-à-dire que le sujet qui, par son comportement ou ses paroles, heurte la morale, perd en prestige. L'ensemble de la société pose un regard dubitatif puis réprobateur à son égard, et l'honneur même de ses proches est entaché. L'honneur dans les sociétés traditionnelles est une valeur essentielle, comme le prestige. Perdre la face, perdre son honneur, mène souvent le sujet à l'exclusion sociale, voire au suicide. Alors, le seppuku me semble un bon exemple. Seppuku japonais, plus connu sous le nom d'harakiri, répond à cette logique de l'honneur et du suicide. Celui qui a été déshonoré peut ainsi regagner un peu de prestige et éviter surtout le déshonneur de sa famille en se suicidant. 8e point, normes sociales, censure et Dieu. Alors, j'ai mis ces trois thèmes ensemble parce qu'ils sont très liés. Donc, tout comme la morale est fondamentale dans la société traditionnelle, les normes sociales s'imposent à tous. Donc, du plus bas au plus haut de la hiérarchie sociale, chacun doit se tenir son rang et se soumettre aux normes qui régissent à tout moment sa conduite. Le roi n'est pas plus libre que le paysan. S'il a plus d'autorité et plus de prestige, il n'en est pas moins soumis aux normes comme il est soumis aux dieux. De même, la censure s'exerce partout. Elle s'exerce partout par la répression de certains actes et de certaines paroles qui pourraient mettre en question l'ordre préétabli. Ni l'acte ni la parole ne sont libres dans les sociétés traditionnelles. Seules certaines personnes, en certaines circonstances, peuvent diffuser un message ou porter un acte, forcément symbolique, qui de toute façon engage toujours le groupe dans son ensemble et le confronte à Dieu. Car, nous le verrons, la place du divin dans la société traditionnelle est à la base de tous les rapports hiérarchiques. 9e point, le juridique. Donc, or, si les normes sociales sont fondamentales dans la société traditionnelle, les lois juridiques suivent cette normalité. Basées sur la tradition et l'usage, elles ne font pas d'exception pour prendre en compte des situations qui s'éloignent de la normalité classique. Alors, je prends juste un petit exemple par rapport au mariage homosexuel. Il est clair que le mariage homosexuel, c'est une loi, une avancée juridique qui prend en compte un particularisme pour l'englober dans un tout. Il est hors de question de faire ça dans une société traditionnelle. Donc une loi est avant tout un rapport social qui permet de légitimer ce qui semble juste au plus grand nombre. La justice est ainsi le reflet de la bienséance, c'est-à-dire qu'elle prescrit un comportement type et statutaire dont le sujet n'a pas à s'éloigner. Là encore, la place de Dieu est fondamentale. C'est lui, au-delà de tout, qui distingue le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l'injuste. Le recours à l'ordalie, c'est-à-dire le jugement de Dieu, dans les cas de litige juridique, dès Hammurabi, c'est-à-dire dès l'Antiquité du croissant fertile, le recours à l'ordalie par le fleuve, par exemple, montre à quel point le sujet traditionnel confond justice et religion, tout comme il place le divin au-dessus de tout, et notamment de tout jugement humain, le faisant garant de l'ordre social, tout comme il est de l'ordre cosmologique. L'ordalie par le fleuve, par exemple, un truc que j'ai étudié aussi à la fac, c'est un juge. Il est face à une accusation. Il n'y a aucune preuve que cette accusation est fondée, mais il n'y a pas de preuve non plus que l'accusation est à réfuter. Et du coup, la personne qui est accusée va être plongée dans le fleuve, selon des modalités qui appartiennent au juge. Attaché, pas attaché, en période de crue, pas en période de crue, etc. Et si cette personne, c'est-à-dire l'accusé,
sort vivant du fleuve, le dieu fleuve, c'est que le dieu l'a jugé comme innocent. À ce moment-là, on met à mort la partie adverse. L'ordalie par le fleuve. Plus tard au Moyen-Âge, on a l'ordalie par le feu. L'ordalie par le feu qui est un peu le même genre de jugement de Dieu. On brûle, on appose une épée brûlante sur la paume de la personne qui est accusée. Et si elle se remet de ses blessures rapidement, c'est que Dieu l'a guérie. À ce moment-là, elle est innocentée, et à ce moment-là, la partie adverse est punie. Le même type de raisonnement par rapport à Dieu au niveau de la loi va donner lieu au duel. Dieu donnant la victoire quand il y a un conflit entre deux personnes, ces deux personnes se battent, et donc Dieu donne la victoire à celui qui est juste. Le 10e point, c'est celui de l'art. La notion même d'art n'existe pas dans la société traditionnelle. C'est la portée symbolique et spirituelle que la modernité postule qui défère à l'objet une position artistique. Néanmoins, l'art traditionnel, s'il en est forcément sacré. Toute œuvre d'art n'existe qu'en rapport au divin, au spirituel et à l'au-delà. L'artiste traditionnel n'a aucun but artistique. C'est la sublimation de l'usage de l'objet qui lui confère une note artistique. Mais l'objet artistique est avant tout, d'un usage commun. 11e point et dernier point pour ce premier champ, vous voyez ça va vite, la temporalité. Donc la temporalité, le rapport au temps, la société traditionnelle n'a qu'un objectif, pérenniser le système. Un slogan qui pourrait être appliqué à la société traditionnelle, c'est « on ne change pas une équipe qui gagne ». Donc le temps est un facteur qui ne doit pas être pris en compte, en considération dans la société traditionnelle. Aucune évolution, aucune innovation n'est tolérée a priori. Donc c'est aussi pour ça que le travail, compris comme un rapport marxiste au temps, n'a pas d'enjeu dans une société traditionnelle. Je reviens un peu sur ce rapport marxiste au temps du travail. Marx, il explique très clairement les choses par rapport au travail en disant, bon ben voilà, on récupère 1 heure de votre temps et en échange d'1 heure de votre temps, on vous donne tel salaire. Ça n'a aucune validité, ça n'a aucune compréhension, ça n'a aucun sens dans une société traditionnelle. Donc je reviens sur cette histoire de travail, n'a pas d'enjeu dans la société traditionnelle. Rien de ce que fait un homme ne compte face à l'infini du temps passé et du temps des ancêtres. Cette question de la temporalité, je fais une petite parenthèse ici, en Nouvelle-Calédonie, elle est vraiment intéressante à traiter parce que, à mon sens, ça a été un des creusets de l'incompréhension du monde kanak par rapport au monde caldoche. Et notamment pendant les événements, si vous revenez sur les témoignages des gens qui ont vécu ces événements, vous aurez d'une part le discours en disant « ça c'est la terre de nos vieux, c'est la terre de nos anciens ». D'accord ? Donc on légitime le fait que la terre nous appartienne parce qu'il y a des vieux qui ont habité là à un moment ou à un autre. Et donc ça c'est le discours traditionnel. Et on a un discours plus moderne qui est un rapport à la temporalité par contre, qui dit cette terre elle nous appartient parce qu'on l'a fait fructifier, parce qu'on a mis du travail, parce qu'on l'a valorisé. Vous voyez ? Donc la légitimité moderne s'enracine dans le fait que le travail c'est du temps. D'accord ? Et que le temps permet d'avoir une légitimité. Alors que de l'autre côté, on a le discours qui dit c'est immémoriel. Ça fait très longtemps qu'on est là et donc le temps ne compte pas. Vous voyez, ce rapport à la temporalité est vraiment, vraiment fort dans les discours traditionnels et modernes qui peuvent s'affronter. Ok, donc le deuxième grand volet
que je voulais aborder, qui est assez court, qui tient en 4 points. C'est le champ du savoir. Alors, tout d'abord, le champ du culturel. La culture traditionnelle est endogène, c'est-à-dire qu'elle se constitue et se maintient au sein d'un groupe fermé. Elle est stabilisée, cette culture. Elle se reproduit à l'identique de génération en génération. Les phénomènes sont pensés comme originels, venant de la nuit des temps, d'un Dieu créateur ou d'un ensemble tutélaire. Demandez à un homme traditionnel pourquoi il fait ce qu'il fait, et il vous répondra à coup sûr, on fait ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Deuxième point, le savoir. Dans la société traditionnelle, le savoir est avant tout secret. Et secret parce que sacré. Il est basé sur l'expérimentation, sur le vécu, sur l'empirisme, et parfois sur le recueil des rêves. Mais il est toujours lié au divin. La société traditionnelle n'est pas une société d'oralité. J'ai souvent entendu dire que la société traditionnelle est une société d'oralité. Je ne l'ai jamais constaté. Je m'étonne d'ailleurs que cette idée reçue persiste encore aujourd'hui. Le savoir traditionnel n'est pas diffusé par l'oralité, mais bien par la participation des sujets, notamment des plus jeunes, aux tâches ritualisées des aînés. C'est en faisant que le jeune apprend, et c'est pas en écoutant. Le vieux n'explique rien, il montre, il fait, et s'il parle en faisant, il ne fait que décrire ce qu'il fait, il n'explique pas. Le savoir traditionnel vient du fait que l'apprenant observe ce que l'autre fait. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à faire. Ce point crucial de la pédagogie traditionnelle, pourtant facilement repérable, n'a pas toujours été bien pris en considération par l'école en Nouvelle-Calédonie. Et c'est regrettable que nos hauts responsables, au sein de l'enseignement, continuent à prescrire des méthodes pédagogiques basées sur une oralité fantasmée, plutôt que sur le faire et la pratique des savoirs. À mon sens, mais c'est que mon humble analyse, cette erreur pourrait bien à elle seule expliquer une bonne part de l'échec scolaire de nos jeunes. Troisième point, la sagesse. Le savoir et la sagesse vont de pair dans les sociétés traditionnelles. Il n'y a pas de distinguo entre savoir et sagesse. Vous savez que dans les sociétés modernes, il y a vraiment une grosse distinction entre celui qui sait et celui qui est sage. La figure emblématique du savant fou, c'est bien quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais qui n'est pas du tout sage. Il est complètement fou. Dans la société traditionnelle, il n'y a pas de différence entre savoir et sagesse. Celui qui sait est forcément sage. Et ça s'explique par la pratique non théorique de toute praxis, qui s'enracine à la fois sur une éthique et sur un faire. Donc, toute pratique est aussi liée à un ensemble de modalités morales qui fixent un cadre d'action, d'obligation et d'interdit. Encore une fois, la place du divin et la spiritualité au sein de la société traditionnelle empêchent les sujets de distinguer clairement savoir et sagesse. L'un ne va pas sans l'autre. Alors j'ai plein d'exemples là-dessus, je vais juste vous en donner un peut-être. C'est un exemple japonais. Alors il se trouve que je m'appelle Edo, c'est un nom japonais, mais j'aime beaucoup la culture japonaise. Et c'est vrai que dans la pratique du forgeron
du forgeron japonais traditionnel qui va forger un katana, il y a toujours des prières qui sont dites avant de commencer le travail. Il y a des prières qui sont dites avant d'enfourner. Il y a des prières qui sont dites pour le marteau qui va frapper. Et c'est un travail qui est un travail considéré comme spirituel. Quatrième point, et dernier point sur ce champ-là, le rapport au symbole. Donc le symbolisme est la puissance dominante de la société traditionnelle. On a en psychanalyse habituellement cette trichotomie symbolique, réel, imaginaire. Ça a été mis en avant par Jacques Lacan. RSI donc, réel, symbolique, imaginaire. Donc dans la société traditionnelle, c'est le symbolique qui prime. Tout est symbole. Chaque objet, chaque action, chaque parole porte en lui une symbolique et renvoie à un maillage signifiant, parfois ésotérique, mais toujours extrêmement complexe. Rien n'a pas de sens. La magie, la sorcellerie agissent de manière puissante. Les croyances sont vives. Or, comme nous le rappelle Jeanne Favre-Saada, une sociologue contemporaine, croire, c'est s'exposer au pouvoir. Jeanne Favre-Saada, elle a étudié la sorcellerie dans le bocage français. Là encore, le divin domine. La place du divin est fondamentale. Dernière partie de cet exposé, le champ identitaire. Donc le champ identitaire, nous allons le traiter en 10 points. Premier point, le statut des sujets. Dans la société traditionnelle, le statut des sujets est prescrit. Les sujets ont une place inscrite dans un statut qui est à la fois social et culturel et qui leur préexiste. Le sujet, avant même sa naissance, a un destin social. Un destin social. Le statut social du sujet détermine les liens qu'il aura au sein de sa famille, de son clan, de son groupe d'appartenance. Son destin va aussi indiquer quelle fonction il va avoir et quel mariage il va faire. Les sujets n'ont pas aucune idée, aucune pensée pour rejeter ce statut et l'acceptent comme une donnée fondamentale de leur identité. Nous allons voir ce que ça va donner après, le fait qu'il accepte comme ça. Deuxième point, mariage et adoption. Ces deux thématiques qui ont été souvent travaillées par les anthropologues en Nouvelle-Calédonie. Dans la société traditionnelle, le mariage et l'adoption entrent dans des stratégies de groupe et d'alliance. Ils ne sont à aucun moment issus de logiques de désir subjectif, ni de désir d'enfant, ni de désir de couple. Ils répondent à des logiques politiques et sociales. Un mariage entre une femme et un homme rapproche de familles, de clans, de royaumes. De même, une adoption renforce les liens entre le groupe donneur et le groupe receveur. Il y a encore aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il y a des fonctionnements d'adoption qui répondent à ces logiques-là. Et on sait que c'est sur 3 générations. Une génération, il y a une famille qui va donner un enfant à une autre famille, un autre clan. Et 3 générations, donc du côté après le grand-père va donner un enfant dans la famille qui a reçu. Ça, c'est des stratégies de groupe. Bon, et puis pour les mariages, vous connaissez tous les mariages royaux à travers le Moyen-Âge. Troisième point, les crises existentielles et les rituels de passage. Alors nous l'avons vu, je vous le disais juste un petit peu avant, donc la vie du sujet est ponctuée de rituels sociaux et publics qui valident et orchestrent le passage d'un statut social à un autre tout au long de la vie. Le sujet n'est donc jamais confronté au vide ni aux questions existentielles et il n'est jamais déstabilisé par une crise. Le fait
que le sujet accepte son destin social sans même avoir conscience qu'il est dans un destin social. Le sujet traditionnel n'a pas conscience qu'il obéit à une certaine logique. Donc tout ce qui est des crises de l'adolescence, de la quarantaine, les crises de postpartum, tout ça, ça n'existe pas dans la société traditionnelle. Toutes les crises existentielles, elles viennent du fait que le sujet se pose la question de qui il est. Quand le sujet il accepte sa position d'être, il n'a pas à être en crise. 4e point, rapport entre nom, statut, fonction et compétence. Le nom du sujet renseigne sur le statut et le rôle social que ce sujet va devoir assurer tout au long de sa vie. Le nom est porteur et le nom est signifiant. Le nom définit ainsi sa prise en charge éducative et l'apprentissage des compétences liées à sa future fonction. Aucune incompétence n'est donc possible dans les sociétés traditionnelles. Exemple, un fils de seigneur porte un nom qui le distingue du fils de paysan. De même, le fils de seigneur suit une éducation qui va lui permettre d'acquérir les compétences pour exercer sa charge. Et le fils de paysan va apprendre le métier de la terre. Donc ils seront tous les deux compétents dans leur domaine respectif, en fonction de leur statut. 5e, modèle identificatoire. Dans la société traditionnelle, le groupe tient son identité collective d'une référence à une grande figure tutélaire dans laquelle chacun se retrouve et pour laquelle chacun se bat et se sacrifie. Cette figure est incarnée par le totem ou par le dieu. Elle peut être aussi par des représentants de ce totem ou de ce dieu sur terre que sont le roi, le prêtre, le pharaon, etc. L'exemple le plus frappant que j'ai trouvé, c'est celui de l'hymne anglais. L'hymne anglais, c'est God Save the Queen, que Dieu sauve la reine. Là, on a bien les trois références hiérarchiques identificatoires qui placent le groupe, le peuple, ici le peuple anglais, sous la tutelle d'une reine, elle-même placée sous la protection de Dieu. Et là, on voit, par exemple, juste sur cette thématique-là, petite parenthèse, on voit que si on compare l'hymne français et l'hymne anglais, on voit que les Anglais sont plus traditionnels que les Français. Le fait d'avoir tranché la tête du roi, c'est quand même une rupture fondamentale avec la société traditionnelle. 6e point, le choix du sujet. Dans la société traditionnelle, le choix du sujet en matière d'identité comme en matière de fantasme est limité par l'espace culturel. Cela veut dire que le sujet est fortement conditionné et dans ses actes et dans ses perceptions par une normalité culturelle omniprésente. Un sujet traditionnel ne s'écarte pas de l'interprétation groupale dominante, ni pour se donner une identité propre, ni pour interpréter le monde. Le sujet respecte ce qu'on dit qu'il est. Le poids de la sémantique culturelle écrase les interprétations subjectives. Cette réalité est particulièrement observable à travers la manière dont la société traditionnelle gère les sujets psychotiques. Donc j'ai pu voir ça, travailler un peu sur la psychose. Et effectivement, les décompensations psychotiques sont rares et les délires psychotiques restent enclos dans une sauce culturelle dans laquelle tous les éléments sont structurants et se raccrochent les uns avec les autres pour donner sens à une cosmologie d'ensemble admise avec plus ou moins de clarté par tous. Le délire psychotique dans la société traditionnelle reste attaché à ce que à peu près le reste de la société pense. Un peu plus exubérant, mais finalement pas beaucoup plus. 7. La place des vieux. Donc je le disais, chaque sujet dans la société traditionnelle a une place. De l'enfance à la mort, le sujet est pris dans un groupe dont l'identité, les caractéristiques morales et culturelles sont préalablement définies.
Le vieux a une place qui est celle du sage. Il est celui qui sait. Il tient son savoir de sa vie, perçu comme une expérience gagnante, puisqu'il n'est pas mort, une expérience gagnante, et donc une source de sagesse. J'avais donné un cours à l'IFPSS à un moment sur la place de la personne âgée. Vous voyez qu'on change de syntagme. Dans la société moderne, dans la société traditionnelle, on dit le vieux. Dans la société moderne, on dit la personne âgée. Sur ça, je mettais en avant que, effectivement, la personne âgée dans la société moderne, elle perdait toute sa place parce qu'effectivement, le rapport au savoir et le rapport à la sagesse, qui était celle qui permettait de donner un statut aux vieux dans les sociétés traditionnelles, lui était retiré. Celui qui sait dans la société moderne, c'est le jeune. C'est celui qui sait, c'est l'universitaire. Le vieux, c'est celui qui a un savoir qui est déliquescent. Et non seulement au niveau il perd du prestige au niveau du savoir, le vieux dans la société moderne, mais en plus, il est plus aussi productif. Donc il perd aussi du prestige au niveau de la production. Et c'est aussi pour ça que la société, à un certain moment, avec Valéry Giscard d'Estaing en France, s'est posé la question de son retraitement, comme une sorte de déchet, vous voyez, de déchet humain. Il était déliquescent. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces vieux, Ils sont plus capables de produire, donc on ne peut pas les rémunérer. Si en plus on les laisse de côté au niveau de la consommation, ça va être très embêtant pour la société. Donc on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent au moins être du côté de la consommation, même s'ils ne sont plus du côté de la production, de façon à ce qu'ils ne soient pas totalement délaissés de côté par la société capitaliste, Alors que dans la société traditionnelle, le vieux est totalement... Il a une place comme tous les autres, totalement intégré. Le problème de l'intégration, je ne l'ai pas traité, je vous en dis juste un mot. Effectivement, la société traditionnelle, elle est extrêmement intégrative, très coercitive, donc extrêmement intégrative. Le 8e point, on va bientôt finir. 8e point, la différenciation homme-femme. Donc la différenciation homme-femme est fondamentale dans les sociétés traditionnelles, qui organisent deux mondes bien distincts selon que l'on soit considéré comme un homme ou comme une femme. La mixité n'existe pas dans les sociétés traditionnelles. Cette différence homme-femme est topologiquement remarquable, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne fréquentent pas les mêmes espaces géographiques. Et j'ai même envie de dire que c'est parce qu'on observe un sujet à tel endroit qu'on peut dire que c'est un homme ou que c'est une femme. C'est la géographie qui implique un statut, le statut sexué. C'est pas à son apparence, c'est pas à sa morphologie, à sa biologie. C'est aux espaces géosociaux qu'elle va habiter. Donc cette différence sexuée est également repérable à travers les activités sociales bien différentes. Le travail, les danses, les repas, toutes ces activités distinguent le groupe des hommes du groupe des femmes. Une femme et un homme n'ont pas la même organisation journalière et ils ne fréquentent pas les mêmes lieux, ils n'ont pas les mêmes travaux. Notons que les enfants, considérés comme asexués, appartiennent à l'univers féminin. Notons aussi que le sexe social prévaut, comme je vous le disais, sur le sexe organique. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la reconnaissance sociale de l'appartenance sexuelle et non le sexe biologique. Bon, il y a deux mots qu'on connaît tous et qui sont flagrants de cette différenciation. Le premier mot qui nous vient du grec est gynécée. Un gynécée, c'est littéralement maison des femmes. Et le nakamal, littéralement maison des hommes. Donc là, on voit bien que c'est deux espaces traditionnels sociaux, sexués exclusifs. 9e point, féminité et maternité. J'avais fait une conférence, plusieurs conférences, mais une particulièrement sur la féminité et la maternité.
Et le statut, j'avais constaté effectivement que le statut féminin est toujours lié à sa nubilité dans la société traditionnelle. Donc la femme traditionnelle est pensée comme mère, hein, ou comme mère en devenir. Donc il y a une confusion totale des statuts de maternité et de féminité dans la société traditionnelle. Cette association du statut de femme à celui de mère dans la société traditionnelle tend à disparaître avec la modernité et même à s'inverser avec la postmodernité. Quand j'ai fait mon DESS en maternité à Baudelio, j'ai pu interroger quelques 400 nouvelles mamans, on va dire ça, justement sur ces deux thématiques-là. Qu'est-ce que pour vous être une femme et qu'est-ce que pour vous être une mère? Donc j'ai eu pas mal de recueils de données et je me suis rendu compte effectivement que plus les femmes se considéraient, se sentaient avaient des us et coutumes traditionnels, et plus pour elles, c'était la même chose, féminité, maternité. Elle s'étonnait d'ailleurs que je puisse poser ces questions-là. Et plus elles avaient de références postmodernes, et plus, effectivement, elles me disaient que la maternité, c'était une contrainte par rapport à la féminité, que ça modifiait leur corps, que ça repoussait le désir de leur homme, etc. etc. 10e point, j'ai rajouté un petit point annexe par rapport au tatouage, aux scarifications et au piercing qu'on peut observer quand même souvent dans les sociétés traditionnelles. Donc ces tatouages, ces scarifications et ces piercings sont dans les sociétés traditionnelles des signes parlants, des marqueurs symboliques, un peu comme la parole, l'acte. Hein. Donc ils visent à situer le sujet dans un groupe, un lignage ou une caste. Ils indiquent un passage rituel, passage à l'âge adulte, le mariage, l'adoption, ou témoignent également d'un acte d'introduction sacrée. Une intronisation, par exemple, peut effectivement être suivre par un tatouage ou une scarification. Donc le tatouage, la scarification et le piercing répondent à aucun objectif esthétique dans les sociétés traditionnelles. Ils ont avant tout du sens. Voilà, pour conclure, je dirais, je reviendrai un petit peu sur mon introduction en disant tous les points que j'ai abordés, j'étais sans aucune mesure. Hein. À chaque fois, je vous ai dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, je reviens à cette idée de posture sur le modèle idéal typique. Il est clair que les sociétés qu'on peut observer, elles ne sont pas aussi radicales que ce que j'ai bien pu dire. Hein, là, sur tous les points que j'ai abordés. Quand on observe telle ou telle société, on n'observe pas une radicalité dans les... Mais néanmoins, hein, donc je dis, voilà, après ce qu'on observe, ça va être plus ou moins proche de ça. Il faudra modérer, avoir des modalités de modération par rapport à ce que j'ai dit. Je m'adresse un peu aux chercheurs, hein, aux anthropologues, des gens qui ont même un peu, aux kidam, des gens qui ont un peu l'habitude d'observer ou qui se vivent traditionnels. Toute société traditionnelle est en voie de modernisation, est en voie de modernité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, parce qu'il y a une certaine contradiction à un moment que j'ai introduite, sur laquelle j'ai travaillé, qui fera certainement lieu d'une prochaine conférence, puisque j'ai dit que l'objectif d'une société traditionnelle, c'est de ne pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Comment ça se fait qu'on a des sociétés modernes aujourd'hui si l'objectif de la société traditionnelle, c'est de rester telle qu'elle? Voilà, c'est une question que je me suis posée, à laquelle j'ai des réponses. Ça sera pour une prochaine fois. Des questions? Mathieu peut passer le micro. Le
Il y a un micro à votre disposition. N'hésitez pas, ainsi, soit pour clarifier l'un des nombreux points que Laurent a juste évoqués. Bonsoir. La petite question, tout à l'heure, quand vous avez parlé des sociétés modernes, vous n'avez évoqué dans le sens de sociétés modernes que des sociétés au titre capitaliste. Or, un modèle de société moderne, enfin, sous les régimes soviétiques, on pouvait définir ça comme des sociétés modernes. Elles n'avaient pas forcément de but c'était pas des sociétés capitalistes, mais elles étaient clairement définies par votre définition de la société moderne. Alors, est-ce que c'était simplement parce que maintenant il n'y a plus de régime communiste à part la Corée du Nord, ou alors c'est parce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux modèles? Ouais, c'est une bonne question. En fait, comment dire, je ne suis pas un expert sur le communisme. Je suis un expert sur le capitalisme, mais le communisme, j'ai un peu de mal. Et pour avoir eu cette discussion avec un ami, quand je faisais mes études, il me disait, mais c'est le fonctionnement économique de l'URSS, c'est du capitalisme d'État. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment du communisme? Et pareil pour la Corée du Nord, est-ce qu'on est dans une dictature ou est-ce qu'on est dans un système communiste? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas un expert en termes de communisme. Par contre, effectivement, je travaillé un peu Marx et, comme tu le soulignes, les modalités de fonctionnement au niveau de la production et de la consommation sont bien de type non traditionnel, avec une planification. Rien que la planification déjà, le fait de se dire telle année on va produire plus sans que ça réponde forcément à des besoins, juste pour une question de politique économique, je crois que c'est vraiment une rupture avec l'idée d'une production dans les sociétés traditionnelles. Merci. Bonsoir. Je vais rester sur Marx et j'allais te demander justement qu'est-ce qu'il en est de l'infrastructure qui influe sur la superstructure, donc les moyens de production influent donc sur... donc il y a une évolution des moyens de production qui peut entraîner ce passage de la société traditionnelle à la société moderne. Alors, je ne sais pas comment faire pour répondre à ta question. Peut-être en ayant recours à l'histoire. Bon, Marx met en évidence qu'il faut qu'il y ait un peu d'argent liquide, quoi, pour l'investissement, pour augmenter les moyens de production. Il met ça en avant. Il dit qu'il faut qu'il y ait quelque part un peu de richesse qui permette d'augmenter la production pour pouvoir avoir de la plus-value et augmenter les richesses, etc. Que le système capitalisme est basé sur ça, quoi. Du coup, l'idée qui me vient un peu à l'esprit, c'est par rapport au débat qu'on a aujourd'hui dans la société moderne, en voie de postmodernisation, c'est qu'est-ce qui est le plus productif, le travail ou l'argent? Qu'est-ce qui fait qu'un homme va gagner plus qu'un autre? Est-ce que c'est un travailleur ou est-ce que c'est quelqu'un qui possède déjà de l'argent et qui va l'investir? Aujourd'hui, en France, en tous les cas, c'est nettement la deuxième. Vaut mieux être riche et pas travailler beaucoup que travailler beaucoup et être pauvre. C'est ça qui rapporte le plus. Mais là, la question ne se pose pas dans la société traditionnelle. L'argent, la liquidité a beaucoup moins de valeur que le prestige. C'est pas tellement. Je reviens un petit peu peut-être à Weber aussi, qui a travaillé sur le capitalisme. Donc il disait dans l'éthique protestante, le protestant, il sait que son âme est sauvée par rapport au catholique, parce que Dieu lui a permis d'accumuler des richesses. Donc plus tu accumules de richesses, l'accumulation de la richesse
et plus tu as cette certitude que ton âme n'ira pas brûler en enfer. Ce qui est radicalement différent de la position catholique, qui est plus une position traditionnelle. Comme je disais, l'Église catholique, par exemple, a vraiment censuré et banni l'usure. Pour un catholique, c'est pas bien de prêter contre de l'intérêt, c'est un péché. Alors que dans l'éthique protestante, mais aussi dans la religion juive, le fait de prêter de l'argent contre plus d'argent, c'est pas antagoniste avec le fait qu'on soit béni de Dieu, quoi. Du coup, l'idée de Weber, c'est de dire que il a fallu qu'on remette par la réforme, c'est-à-dire par le protestantisme, qu'on remette en question le discours du maître, qui est le discours de l'Église catholique, pour pouvoir accéder au capitalisme. Il a fallu qu'à un moment ou un autre, qu'on désacralise l'argent et le travail pour que ça aboutisse au capitalisme, quoi. Tant que l'argent est quelque chose de sacré, c'est-à-dire que, là, c'est un peu paradoxal, mais l'argent ne se monnaie pas. Dans la société traditionnelle, l'argent ne se monnaie pas. Tant que l'argent ne se monnaie pas, on ne peut pas aboutir au capitalisme. Ça, c'est une donnée évidente. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, juste une petite remarque. La question de monsieur est intéressante sur comment est-ce qu'on peut passer d'une société traditionnelle à une société moderne. Pour reprendre la référence à Marx, c'est vrai qu'il est central dans le manifeste du Parti communiste. La première phrase célèbre, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes, finalement montre bien la transition qu'il y a entre les sociétés traditionnelles qui sont finalement l'opposition entre les plébéiens et les patriciens dans l'Antiquité grecque et romaine, ensuite les serfs et les chevaliers au Moyen-Âge. Et en fait, il me semble que l'apparition de la société moderne, c'est le rôle révolutionnaire de la bourgeoisie, c'est-à-dire l'émancipation finalement de cette classe qui s'attribue finalement le pouvoir économique et qui ensuite fonde sa propre idéologie et sa propre domination. Et enfin, moi, je sais pas, c'est la question que je poserai, c'est est-ce que le but finalement du marxisme, c'est pas à travers l'idéal du communisme de retourner en fait d'une société, moderne à une société traditionnelle. Est-ce que la révolution qu'il faudrait faire, c'est-à-dire si en effet la question de monsieur était intéressante, si on fait une adéquation entre société moderne et société capitaliste, est-ce que finalement changer de système, vouloir abolir le capitalisme, c'est pas revenir finalement à une société traditionnelle? On ne revient pas à une société traditionnelle. Non, parce que chez les communistes, tout le monde doit être rentable. Il y a cette notion-là. Alors ça, c'est une notion extrêmement moderne. Oui, c'est il sûr. doit être rentable, mais pas forcément du côté argent. Je veux dire, chacun doit travailler. Oui, travailler. C'est ça. Après, De chacun selon sa capacité. Oui, mais il doit travailler. on a affaire à Et s'il a peu de des gens qui capacité, s'y connaissent un peu. il fait ouais. Et chez les communistes, c'est comme ça. En tous les cas, pour revenir à le retour à la société traditionnelle est impossible, dans le sens où la société traditionnelle, elle ne se conscientise pas elle-même. Il faut avoir là c'est très épistémique, c'est un des points que je n'ai pas traité parce qu'il me semblait que c'était un peu trop lourd pour une conférence grand public, mais j'en toucherai un mot dans l'article que je vais écrire suite à cette conférence. L'homme moderne a conscience de sa modernité. L'homme traditionnel n'a pas conscience d'être dans une société traditionnelle. Ça, c'est vraiment... Donc à partir du moment où le sujet commence à conscientiser son statut social, il est déjà plus dans la société traditionnelle. Ça, c'est vraiment un état. Donc tu reviens pas dans une société traditionnelle. Ça reste qu'un leurre.
de dire on va revenir dans une société traditionnelle, c'est toujours illusoire. Ça peut être un fantasme qui fonctionne, hein. D'ailleurs c'est un fantasme qui fonctionne beaucoup aujourd'hui dans les discours politiques en Nouvelle-Calédonie en tous les cas, mais la notion même d'appartenir à une société moderne, elle t'empêche de revenir sur une société traditionnelle. Après, par rapport à cette question de rentabilité, faut aussi savoir de quoi on parle quand on parle de rentabilité. Est-ce qu'on parle de rentabilité économique ou de rentabilité socio-culturelle? Participer à je parlais de la construction d'une grande case. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur économique, on est d'accord. Mais par contre, ça a une valeur socio-culturelle importante, parce que la personne qui participe à la construction d'une grande case, ça lui permet de se situer dans les groupes qui vont fonctionner là-dessus, et de pouvoir interagir avec eux. Donc d'un point de vue du lien social, c'est certainement beaucoup plus important de construire une grande case, de participer à la construction d'une grande case, que de gagner en bourse. Vous voyez ? Et est-ce que le fait de passer d'une société traditionnelle à une société moderne n'est pas lié justement à une urbanisation? Est-ce que le fait justement que plein de personnes qui vivent même si c'est des groupes humains nombreux, mais en relativement petits groupes humains, est-ce que toutes ces règles qui sont faciles à mettre en place au sein d'une société, enfin faciles à mettre en place, on se pose même pas la question, c'est comme ça dans notre petit groupe humain, dès lors où il y a l'avènement de grands pôles, de pôles urbains, est-ce que cette société justement ne tend pas à disparaître? Et c'est peut-être l'avènement de groupes urbains, parce que comme tu disais tout à l'heure par rapport aux Romains et aux Grecs qui étaient des sociétés traditionnelles mais qui ont migré aussi vers des sociétés modernes, ça a été aussi de grandes villes-États. Et est-ce que justement c'est pas l'urbanisation qui fait que les sociétés traditionnelles disparaissent au profit des sociétés modernes? Alors pour répondre à cette question, je dirais oui et non. Je dirais non parce que d'un point de vue historique, on a des grandes cités, comme tu viens de le dire, qui sont Rome, c'est 1 million d'habitants, je crois au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est 1 million d'habitants. Et pourtant, ça reste une société quand même traditionnelle à plus d'un égard. Et d'ailleurs, je viens sur un point en disant, attention, il n'y a pas de basculement comme ça d'une société traditionnelle, elle se réveille le lendemain, elle est moderne. Non, c'est... Voilà. Alors, ça se fait, je pense que ça se fait critère par critère. Encore aujourd'hui, on a des sociétés, par exemple, qui sont extrêmement modernes et en même temps extrêmement traditionnelles sur certains points. Je pense aux Émirats arabes unis. Bon, le fait que les femmes n'aient pas le droit de conduire, par exemple, on a vraiment des sociétés extrêmement traditionnelles sur les rapports hommes-femmes. Et pourtant, on a des rapports très modernes sur le rapport au travail ou à l'argent. Bon, ceci dit, Emmanuel Tjibaou disait à une de ses conférences, par rapport à l'urbanisation et le fait de vivre plus en groupe. Et il disait, normalement, selon la coutume, une nièce, elle n'a pas le droit de passer devant son tonton comme ça, là. Mais quand on est dans un petit appartement, la nièce, elle passe devant le tonton. Tu vois ? Donc effectivement, il y a des us et coutumes qui changent selon les modalités, qu'on vive sur une topologie large, grande, qu'on soit urbain et qu'on devient ruraux, tu vois. Là, effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'amorce d'une société traditionnelle à une société moderne, du fait de regrouper les individus dans des habitats qui ne sont pas classiques selon les registres traditionnels. Voilà 2 éléments de réponse. Moi, je me suis interrogé sur entre le traditionnel et puis la société moderne. En fait, tous les exemples que vous avez donnés d'une société traditionnelle, je les retrouve dans notre société moderne,
à part l'usure et puis la libre expression. Parce que tout ce que vous avez dit, je le retrouve dans la société française, anglaise, etc. La ritualisation? Les rituels, oui, on fait des choses, le matin on va au boulot, on prend le métro. Voilà. C'est pas un rituel, hein, prendre le boulot. Hein. Je ne sais pas, mais il y a tellement de personnes qui le font, Oui. c'est tellement structuré. C'est quoi un rituel? Oui, voilà, merci. Effectivement, j'aurais peut-être dû travailler là-dessus. Effectivement, le rituel, l'objectif du rituel, c'est d'attacher un acte à un sens. Il y a aussi de ça. Et prendre le métro pour aller au boulot, ça n'a aucun sens. Ça a le sens de gagner de l'argent, de gagner de la viande dans son assiette. Non, même pas. Non, parce qu'il n'y a pas une logique derrière. La logique de se nourrir, de pouvoir échanger quelque chose pour pouvoir manger. On travaille, on a de l'argent, on mange, on vit. Voilà, métro, boulot, dodo. Voilà, c'est un rituel. Je suis pas d'accord dans le sens où, par exemple, le mariage. Là, le mariage, l'enterrement, ça ce sont des rituels qui persistent dans la société moderne parce que on a besoin d'attacher à ces moments-là une importance capitale. Le rituel, il a aussi vocation à fixer quelque chose de la sacralité dans du commun, dans du quotidien. Donc le mariage, il est ritualisé par tout un ensemble de protocoles avec des acteurs qui vont intervenir à différents moments et qui vont, du fait qu'ils interviennent, donner une importance sociale, publique à cet acte. Pareil pour l'enterrement. Donc là, on est bien dans des rituels. Le fait de se lever et de se brosser les dents, de partir au boulot, c'est pas un rituel. Il n'y a pas de différents acteurs qui viennent, qui s'impliquent sur le fait de donner du sens à ce moment-là. Par contre, je reviens encore sur le rituel d'endormissement chez les enfants. Là, il y a effectivement, on voit on se couche, on baisse la lumière, on raconte une histoire, on fait un petit bisou, un câlin, etc. Vous voyez un peu la différence entre un acte classique et un acte rituel? Le rituel, je vais au boulot, je dis bonjour à mes collègues, ils sont présents. C'est vrai. Oui, dire bonjour, c'est un rituel, effectivement. Mais c'est pas un rituel qui est attaché au fait d'être dans le travail. On peut le faire en allant faire ses courses, etc. C'est pas un rituel qui est lié au fait de gagner sa vie. Je n'ai pas convaincu. Je suis désolé. Des fois, j'arrive pas à convaincre. C'est le rituel tout simple quand on fait la coutume, mais quand on va nous chez quelqu'un, on apporte un bouquet de fleurs, une bouteille de vin. Voilà. Oui, rituel d'entrée, effectivement. Tout à fait. Donc il y a des rituels qui persistent dans les sociétés modernes. Attention, mais ils ont tendance à disparaître de plus en plus. Donc, certains anthropologues ou certains, disons, penseurs politiques considèrent que le concept de démocratie dans un contexte de société traditionnelle, finalement, est pervers et mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de démocratie dans une société traditionnelle. C'est impossible puisque chaque individu a un rang, a une place, a une fonction. Donc c'est illusoire de penser qu'un système traditionnel puisse être démocratique. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais là je suis catégorique. Et donc les démocraties grecques, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est déjà une société moderne? Alors, c'est intéressant que tu poses cette question. Je reviendrai juste sur le fait que la démocratie grecque, elle s'enracine sur l'esclavage. Pas de démocratie s'il n'y a pas des gens qui sont là pour travailler pendant que toi tu peux parler au forum politique. Et encore un point sur la démocratie grecque, effectivement, d'un point de vue statutaire, c'est une société qui est encore très traditionnelle. L'homme et la femme n'ont pas la même posture. Et il est clair que
diffamant qu'une femme prenne la parole dans une assemblée grecque quelconque. Parce qu'elle est impie, elle n'est pas en rapport avec Dieu, quoi. Dans la société traditionnelle, vous avez parlé de psychose, en fait, d'individu. Comment ça se fait dans une société aussi structurée, aussi enveloppante, aussi, voilà. Alors, la psychose vient, enfin, pour nous... Oui, alors, pose la question de la psychose dans la société traditionnelle en disant comment ça se fait que ça arrive. Pourquoi il y a des psychotiques? Donc, la psychose, c'est une structure mentale, comme la névrose ou la perversion. Je parle en tant que psychanalyste. Hein. Donc, le fait que le sujet choisisse d'avoir une structure psychotique n'implique pas le reste de la société. C'est un choix qui est de l'ordre de l'inconscient et qui est un choix du sujet. Maintenant, la mise en forme, l'évolution de cette structure mentale et du sujet dans une société comme dans une autre va donner des formes différentes. J'ai envie de dire, la structure c'est la graine. On la met dans du terreau, elle va s'épanouir. On la met sur du coltard, elle ne va pas pousser. Donc la graine, métaphoriquement, c'est la structure mentale, psychique, psychose ou pas psychose. Et la société, c'est l'environnement qui va faire que ça s'épanouisse ou pas. Plus une société est coercitive, quitte à ce que ce soit des micro-sociétés comme par exemple un hôpital psychiatrique, plus cette société est coercitive et mieux c'est pour le sujet psychotique. Moins il a tendance à délirer. Et il y a eu tout un courant qu'on appelle le courant antipsychiatrique dans les années 70 en France, en Italie, en Angleterre, qui partait du constat que c'est l'hôpital qui rend malade. C'est-à-dire que tu rentres, tu es un peu dépressif, et puis en fait, tu sors jamais parce que tu es complètement fou. Et effectivement, on a pu voir, on a pu constater des faits comme ça, et moi qui ai travaillé un peu en hôpital psychiatrique, j'ai pu en constater. Mais ça, c'est valable pour la névrose, c'est pas valable pour la psychose. Pour la psychose, il faut que ça soit plus ritualisé, plus c'est cadré, et mieux le psychotique s'en sort. Tu as parlé de société donc traditionnelle, société moderne. Dans les sociétés traditionnelles, on voit que c'est super cadré effectivement, mais ça ne s'adapte pas trop à l'environnement aussi. Enfin, même s'ils étaient bien dans leur environnement, on est bien à un moment, les choses sont tellement cadrées, ritualisées qu'on a du mal à s'adapter au changement. Les sociétés modernes, on peut évoluer un petit peu plus vite, effectivement, s'adapter un petit peu, mais bon, l'individu ramasse plus, quoi. Et est-ce qu'on ne peut pas parler d'un troisième un petit peu type avec des sociétés plus naturelles, dans le sens où là où l'homme reprend sa place animale un petit peu, parce que là on reste beaucoup dans le fonctionnement humain où on a c'est des choses complètement anthropiques, quoi. On est très peu lié à l'environnement qui est là, mais il y a eu aussi des petits groupes de tout temps, je pense, qui ont été présents pas à l'époque des sociétés traditionnelles, à l'époque moderne aussi, mais ne laissent pas de traces, dans le sens où ils s'intègrent dans ni l'un ni l'autre, mais ils sont plus liés à la chose naturelle que la chose anthropique. Alors c'est une excellente question, d'autant plus que je ne l'ai pas travaillé, donc je ne sais pas trop comment répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que il faudrait peut-être ajouter le lien de l'homme à son milieu naturel et voir comment ça fonctionne. Juste peut-être on peut rentrer par les rapports de production et de consommation. On peut peut-être rentrer par là en disant que effectivement, comme la société traditionnelle, elle ne demande pas plus de production que ce qu'elle consomme, elle est plus société durable qu'une société qui a comme objectif le pillage de ses ressources pour plus de revenus. Voilà. Est-ce que les aborigènes, par exemple, c'est une société, elle répond à beaucoup de critères de société traditionnelle? Je pense que oui. Je ne suis pas un spécialiste des aborigènes non plus. Hein. Je ne suis pas un anthropologue, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va étudier une société. Par contre, effectivement, les structures sociales, oui, ça m'intéresse. Maintenant, j'ai vu un reportage sur les aborigènes
tu me parlais d'environnement, qui m'a un peu alerté, c'est les dernières découvertes qui font en sorte que en fait, l'Australie a commencé à devenir un désert à partir du moment où elle a été peuplée par les hommes. Donc des sociétés, je crois que c'est 50 000 ans avant Jésus-Christ, qui ont commencé à arriver, elles ont commencé à dévaster leur environnement. C'est peut-être des sociétés postmodernes. Ça m'étonnerait quand même, parce qu'il faut passer par la modernité déjà.